Après, comme situation épidémique, moi j'ai été amené à vivre 2 situations épidémiques au tout début de ma carrière, et donc à voir ce qu'étaient les problèmes sociaux associés et quelle était la réaction politique aux épidémies. Donc il y a deux phénomènes très importants. Le premier, dans ma vie, le premier est en 83. En 83, fin juillet 83, il y a une épidémie considérable, et moi j'étais l'interne le plus ancien. À l'époque, l'interne le plus ancien, c'était très important. C'était celui qui gérait en pratique les urgences. Donc l'interne le plus ancien, à Timone, qui était le plus grand service d'urgence à Marseille. Et on a toute une série de gens qui arrivent, de sujets âgés, qui arrivent avec 41, 42 de température, qui meurent extrêmement rapidement. Une véritable épidémie. Donc on pose la question, qu'est-ce qui se passe? À l'époque, il n'y avait pas de seniors en urgence, c'est difficile à croire. Maintenant, un interne ne pourrait pas prendre des responsabilités. Mais l'interne le plus ancien, c'est quelque chose, c'est lui qui dirigeait le truc. Très bien, je me retrouve à gérer ça avec un directeur adjoint, qui s'appelait Gassin, de la Timone, et on pose la question aux seniors. Donc ça passe dans la presse. En plus, il y avait, comme d'habitude, une grève des poubelles. Donc les gens disent, c'est la grève des poubelles qui donne ce truc. Après, c'était la mode de la maladie légionnaire. On dit non, c'est une maladie légionnaire. Vous voyez, c'est toujours la mode ou une crise sociale. Et les 4 profs de médecine interne se réunissent et discutent. Et finalement, il y en a un, le professeur Simonin, qui dit, écoutez, mais ce truc que vous êtes en train d'observer, c'est des coups de chaleur. Et donc, effectivement, c'est la canicule de 83. Je ne sais pas combien il y a eu de morts à Marseille, mais il suffisait de regarder, d'ailleurs, regardez le journal, vous avez 2 pages entières de convois funéraires, de morts. C'était inouï. Et donc, très bien, on regarde, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les rafraîchir. La question, c'est pas une question de déshydratation, du tout. Maintenant, on raconte que c'est la déshydratation, pas du tout. C'est le coup de chaleur, c'est le dérèglement entre la température affichée par le cerveau et la température extérieure. Voilà. Et donc, quand il fait froid, vous tremblez parce que ça vous réchauffe, et quand il fait trop chaud, vous suez, puis au bout d'un moment, vous n'arrivez plus à contrôler la chaleur, et donc la chaleur monte, et vous avez la température extérieure. Donc là, c'est la canicule. Il n'y avait pas de climatisation à l'époque. Et donc, très bien, avec Gassin, il m'ouvre une petite ligne de crédit, on achète des ventilateurs, on mobilise les machines à glace, et, je sais pas, en l'espace d'1 heure, on ressuscitait les gens en les foutant dans une baignoire avec des glaçons et un ventilateur. Donc c'est juste la chaleur. C'est le coup de chaleur. D'accord? C'est du moment où on a commencé à contrôler ça, et ça, c'est juste comment on organise avec des moyens simples, plutôt que de se poser des questions faramineuses, comment on organise avec des moyens simples de répondre à une question. Une fois qu'on a identifié, on identifie le problème, 2, on essaie de trouver quelle est la réponse, et 3, avec des moyens simples, on le fait. Très bien. Donc j'avais cette expérience qui m'a servi en 2003, quand il y a eu le coup de canicule, j'avais téléphoné au ministre, j'avais dit il faut faire attention. Tu sais, je connais bien les coups de chaleur, il suffit de regarder le coup de chaleur, tu regardes l'âge des gens qui meurent sur le journal et tu sais tout de suite s'il y a une épidémie de coup de chaleur. Et d'ailleurs, les services de la santé étaient tellement mal fichus dans ce pays. Moi, j'avais vu, puis c'était dans les journaux, puis le maire de l'époque, était Gaston Defferre, était concerné, puisqu'à la fois c'est lui qui était propriétaire des journaux, et c'est contre lui que se disputaient les éboueurs. Donc il était au premier plan de cette histoire, il prenait ça à cœur. En plus, il était fasciné par les hôpitaux et les médecins. Donc il prenait ça très à cœur, il fallait s'en occuper. Tandis que là, moi, à la suite de toutes ces épidémies, le professeur Mattei et Bernard Bigot, qui était le directeur de la recherche du ministère de la Recherche, Madame Aignoret, qui était mon copain, avec qui j'ai beaucoup travaillé, m'ont demandé tous les deux de faire une mission sur les maladies infectieuses et le bioterrorisme, et donc je l'ai faite. Il a fallu négocier pour que ce ne soit pas que le bioterrorisme, mais une réflexion générale sur les maladies infectieuses, qui est toujours en ligne et avec laquelle je suis toujours d'accord, y compris j'expliquais qu'un de ces jours on aurait une épidémie d'infection respiratoire virale et que ça nous pendait au nez, et qu'on n'était pas prêt à gérer quelque chose comme ça parce qu'il fallait faire des infections pôles un peu partout en France. Je suis toujours d'accord avec ce que j'avais écrit à l'époque. J'avais décrit les conflits d'intérêts, j'avais déjà écrit le repositionnement des anciennes molécules. Tout ça, ça a 20 ans. Ça fait 20 ans que je l'ai écrit. Et dedans, j'avais dit, vous faites attention, vous n'êtes pas capable de voir s'il se passe quelque chose sur le plan épidémique parce que vous ne comptez pas. Je savais ça parce que la maladie légionnaire avait été découverte là, non pas par les gens qui observaient, mais par les signes. C'est pour ça que j'avais mis en place tout ce système de veille permanente tous les mardis du nombre de cas diagnostiqués.
Et du coup, y compris du nombre de prélèvements faits. C'est-à-dire que s'il y a des ponctions lombaires, même si vous n'avez pas trouvé, s'il y a plus de ponctions lombaires, c'est qu'il y a plus de méningite. Même si vous ne le savez pas, on ne fait pas les ponctions lombaires n'importe comment. D'accord ? Et si vous avez une épidémie de méningite à un germe inconnu, la seule manière de savoir, c'est de compter les ponctions lombaires. Parce que si le germe est inconnu, c'est pas le diagnostic éolien. Et donc, ça s'appelle la surveillance syndromique. Et donc, je dis, il va vous arriver un malheur parce que vous comptez pas. Vous comptez pas les morts. Les morts, pour les compter, ont été les certificats de décès, ils prenaient le temps qu'ils prenaient. En plus, c'était traité par l'INSERM, qui prenait 1 an et demi pour les sortir. Et donc, il fallait 1 an et demi pour savoir si les gens étaient morts ou pas. Et donc, je fais une centaine de recommandations. On peut toujours les regarder. Hein, c'est toujours écrit, c'est 2003. Je n'ai pas inventé. Il faut compter les morts. Il faut qu'on compte pas les morts. Puis le cabinet était furieux que je leur dise ce qu'ils devaient faire, parce qu'ils voulaient bien que je leur dise sur le bioterrorisme, qui d'ailleurs n'était pas réellement un problème, mais que je leur explique sur tout le reste, y compris la vaccination sur l'hépatite B, y compris... je leur expliquais, ils ne voulaient pas le savoir. Et très bien, et donc... 1 mois et demi après, il y a cette épidémie, il y a cette canicule sans qu'ils voient l'épidémie. Et donc je savais bien qu'ils ne comptaient pas. Et donc Mattei me dit, non mais Didier, j'ai téléphoné à la direction générale de la santé, il n'y a personne là-bas. Le directeur de cabinet n'était pas là, le directeur adjoint de cabinet n'était pas là, le responsable au cabinet de la santé n'était pas là, le directeur général de la santé n'était pas là, il y avait le directeur adjoint de la santé, M. Coquin. Il m'a dit, je l'ai eu au téléphone, il m'a dit, non, c'est une bêtise des journalistes, c'est pas vrai. Didier, ne t'inquiète pas. Et donc c'est la raison pour laquelle Mattei, après, quand on lui a pris ça, il n'a pas pris ça au sérieux parce qu'il a cru ce qu'on lui disait. Et en réalité, c'est les croque-morts qui sont allés voir le ministère en disant, écoutez, on n'a plus de cercueil. D'accord ? Donc c'est pareil, ça c'est la surveillance syndromique. S'il n'y a plus de cercueil, c'est qu'il y a plus de morts. Hein. Il y a quelque chose qui se passe. Et puis ensuite, c'est les urgentistes. Patrick Pelloux qui est allé dire, écoutez, on n'a jamais vu ça, comme moi j'avais vu ça à l'époque, à la Timone. Donc c'est sur le terrain qu'on savait. Et ça, l'intelligence ne remplace jamais le fait d'aller voir l'expérience du terrain. Et donc, on ne peut jamais imaginer que d'un bureau, on va tout comprendre. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, c'était l'expérience. Et donc, c'est à ça que m'a servi l'expérience du truc. La deuxième expérience que j'ai eue très tôt, ça a été, moi, j'étais vieil interne et un jeune assistant quand est apparu le sida. D'accord ? Moi, la première fois que j'ai entendu parler du sida, c'est parce que j'avais été invité en 81 aux États-Unis où il y avait les premiers qui travaillaient sur le sida. Je savais à peine ce que c'était en France, donc j'ai écouté ça avec intérêt, je regardais ce qui se passait, et puis j'ai eu la chance en 83 de voir toute l'équipe du sida française raconter comment qu'ils avaient découvert le virus du sida, que les Américains disaient que c'était pas vrai. Et ça vaut le coup de regarder Willy Rosenbaum raconter cette histoire, c'était lui le clinicien à l'origine de ça. Qui était dans une conférence qu'il a fait sur à l'IHU, qui est toujours en ligne, je pense. C'est très intéressant parce que c'est une histoire française. C'est-à-dire qu'il faut remonter très loin pour voir comment, dans la génération de Willy Rosenbaum et moi, on était éduqués. On a été éduqués avec la grande histoire de la découverte de la peste. À la découverte de la peste, il y avait en France... Juste avant ça, il y avait concurrence entre les pasteuriens et les gens qui avaient formé Koch, le bacille de Koch. Et donc, il y avait un Japonais qui avait été formé par Koch, qui est un grand scientifique d'ailleurs, hein. Et puis les quelques scientifiques qui avaient été formés par Pasteur qui allaient dans les colonies de l'époque, dont le Vietnam, c'était Yersin qui était là-bas, qui était suisse, mais qui était un médecin, qui était envoyé par l'Institut Pasteur. Et de là, on lui demande d'aller faire l'investigation à Hong Kong, qui était une colonie anglaise. Donc le japonais vient, le français vient, le français, du coup, on lui interdit l'accès au prélèvement de sang et le prélèvement à l'hôpital, parce que les Anglais étaient en concurrence, comme toujours, avec les Français, et donc ils voulaient favoriser le japonais. Très bien. Et d'ailleurs, le japonais croit trouver quelque chose dans le sang de ces gens, l'envoie, c'est publié en l'espace de 48 heures par le Lancet. Donc ça y est, on a trouvé la bactérie de Yersinia pestis. Il a fallu, je sais pas combien, 30 ans avant de dire c'est pas vrai. On voit très bien, en réalité, c'est un pneumocoque, il s'est trompé, ça n'a rien à voir. Et Yersin, pas d'équipement, pas d'études, une cabane pour faire son travail, et pas accès au sang. Qu'est-ce qu'il fait ? Il soudoie, c'est un truc à la française, il soudoie le garçon morguiste pour avoir des prélèvements. Il n'y a plus de sang, là. Quand les cadavres ont 2-3 jours, il dit, piquez-moi un bubon. Donc il pique le bubon,
il le met, donc son truc de paillasse à la température de Hong Kong, qui est chaude, 25, 28 degrés. Et, coup de chance, en réalité, bien sûr, il y a 100 fois plus de bactéries dans les bubons que dans le sang. Et en plus, la bactérie pousse mieux à 28 degrés qu'elle pousse à 37 degrés. Et donc, il est le premier. Et il en a plein. C'est bourré. Donc, c'est lui qui va le découvrir, parce que, finalement, il ne s'est pas laissé décourager par les obstacles, il l'a découvert. Et tout ça, ça fait partie du mythe que nous avions dans notre génération, de ce qu'on nous a expliqué. Parfois, quand ça ne va pas tout droit, il faut aller sur le côté. Et qu'est-ce qui se passe dans le sida? Très rapidement, Rosenbaum, qui avait fait aussi le cours de Pasteur, avait rencontré les gens qui étaient spécialistes des rétrovirus, Montagnier et Sherman, et ils pensaient très tôt que ça pouvait être un rétrovirus, cette histoire, parce qu'on connaissait déjà les leucémies à rétrovirus, qu'avait découvert Gallo. Et Gallo dit, moi je crois que c'est un rétrovirus aussi, c'est HTLV. Il a d'ailleurs appelé, lui, quand il a trouvé HTLV3. Hein. Et très bien, et Rosenbaum, à un moment, qui voyait les malades, il voit que tous ces malades qui font un sida font d'abord des ganglions, comme les bubons de la peste. Et il dit, mais tiens, on va regarder, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on regarde un ganglion? Montagnier et Sherman disent oui, d'accord. Très bien, il prend un ganglion, il amène le ganglion à l'Institut Pasteur, c'est pendant le week-end, c'est Montagnier qui est là, il prend le ganglion, il inocule. Et d'une manière assez intéressante, je crois qu'il s'en rêverait, Françoise Barré-Sinoussi commence à chercher, à détecter l'enzyme qui est typique des rétrovirus, plutôt que ce qu'on le fait d'habitude, soit par curiosité, soit par erreur. Et comme c'était extrêmement rapide, effectivement, elle le trouve là où Gallo ne le trouvait pas. Donc Gallo, lui, regardait le sang avec la technique précise qu'il avait enseignée, d'ailleurs, hein, au Jean Pasteur. Mais il s'était limité au sang, il n'avait pas regardé les ganglions, parce que le mythe de « il y en a beaucoup plus », ce qui était vrai, il y en avait beaucoup plus dans les ganglions qu'ailleurs, c'est notre histoire à nous, une histoire française qui était racontée seulement en France. Et donc c'est pour ça que ça nous donnait un coup d'avance extrême, et c'est la raison pour laquelle Montagnier n'a pas réussi à appeler son virus au début le virus du sida, parce qu'il l'avait isolé d'un ganglion pour commencer, et donc il a été obligé de l'appeler LAV, c'est-à-dire lymphadénopathie associée au virus associé au ganglion, et non pas, tout ça c'est la pression des Américains pour l'empêcher, parce que ensuite les enjeux financiers ont été considérables. Gallo a demandé à Montagnier de lui envoyer le virus pour vérifier que c'était vrai. Ce virus, c'est un virus qui était extrêmement productif. Et quand Gallo a déclaré avoir trouvé lui aussi le virus, il a dit non mais c'est la même chose, donc on est ex aequo, mais j'ai quelques mois de retard. Sauf qu'après, quand on a fait la séquence, on ne peut pas tricher avec les séquences. La séquence, c'était celle de Montagnier. Donc c'était le virus de Montagnier. Mais il a protégé le virus de Montagnier. Et très tôt, les gens ont compris qu'en réalité, il avait piqué le virus de Montagnier. Et ça a amené des conséquences, y compris dans l'affaire du sang contaminé, puisque les Américains, en revanche, pour faire l'industrialisation, sont beaucoup plus forts. Ils ont fait très rapidement l'industrialisation, mis les tests diagnostiques sur le marché, et l'Institut Pasteur n'avait pas les moyens de Abbott pour pouvoir mettre au point des techniques sérologiques. Et donc le retard, les Français, le gouvernement français, qui était très irrité par cette histoire, a retardé la capacité des médecins, nous, à utiliser les tests diagnostiques d'Abbott pour que le test de Pasteur soit prêt. Ce qui fait qu'il y a eu une fenêtre pendant laquelle on n'a pas testé les malades, parce que pour des raisons de concurrence économique. Donc c'est vrai que c'est honteux ce qu'ont fait les Américains, mais il fallait se préoccuper des malades d'abord. Ensuite, cette histoire a été résolue. Il y a eu un accord où finalement la moitié des royalties sont venues aux Français parce qu'il valait mieux avoir la moitié que rien du tout. Et le prix Nobel, Gallo n'était pas sur le prix Nobel parce que Gallo avait triché là-dessus. Il aurait mérité le prix Nobel par ailleurs. S'il n'avait pas triché là-dessus, il aurait eu pour la découverte des rétrovirus par ailleurs. Mais c'est des choses qu'on ne fait pas. Ça. Après, il peut toujours dire qu'il ne savait pas, mais enfin, quand même, globalement, c'est comme ça.